Aujourd'hui, lundi 19 avril, devaient se tenir les vérifications techniques et administratives du Tour Auto Optique 2000. La situation sanitaire a obligé l'organisateur à reporter l'événement qui commencera à la fin du mois d'août. Nous tenions quand même à marquer cette journée en passant un petit moment avec Patrick Peter, qui est l'organisateur du Tour Auto Optique 2000 depuis 1992 et qui fêtera donc cette année sa 30e édition. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui à 2 pas de la Tour Eiffel et c'est un symbole car c'est presque au pied de cette Tour Eiffel qu'aura lieu la grande journée d'exposition des voitures du Tour Auto Optique 2000, donc ça sera le 30 août. Et cette fois, ça sera dans le Grand Palais éphémère qui, comme son nom l'indique, est un monument temporaire qui se substitue au Grand Palais pendant la durée des travaux de rénovation de celui-ci. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce nouveau monument ? Partiellement. Bon, c'est beau, c'est un bel endroit, le Champ de Mars c'est un endroit merveilleux, il y a la Tour Eiffel effectivement, et la Tour Eiffel c'est quelque chose de très symbolique parce que on a démarré il y a 30 ans de la Défense, mais en fait après ça, pendant de nombreuses années, on a démarré des fontaines du Trocadéro, donc juste en face de la Tour Eiffel. Bon, et puis de toute façon pour tout le monde, la Tour Eiffel c'est Paris et c'est le symbole de Paris. Et au-delà du report de cette 30e édition, comment se présente-t-elle ? Elle se présente bien. En fait, il se trouve que depuis maintenant presque un peu plus d'un an, c'est très difficile d'organiser. Les épreuves sont reportées, les épreuves sont annulées, etc. Et on sent un véritable désir de tous les collectionneurs, de tous les pilotes de rouler. Et donc, on a eu une très très grande demande, d'autant plus qu'on avait déjà des reports de l'année dernière, mais on va partir avec 230 voitures et comme c'était la 30e édition, ça sera la 30e édition, on a voulu rendre hommage à des voitures assez exceptionnelles. Et donc on va rendre hommage à deux voitures qui sont la 250 châssis court Ferrari et puis les Jaguar Mark II. Et on a une belle représentation de très nombreux pays. Alors on est toujours encore un petit peu inquiet parce qu'on a des pays d'Amérique du Sud qui doivent normalement être présents de manière importante. J'espère que les conditions de voyage seront possibles pour eux, mais on reste confiant. Alors maintenant, puisqu'il s'agit de la 30e édition cette année, je vous propose de revenir un petit peu en arrière et de refaire un peu l'historique de ce Tour Auto. Avant toute chose, le Tour Auto s'inspire du Tour de France automobile, qui est une très vieille épreuve et qui a connu son âge d'or un peu dans les années 60 et au début des années 70. Est-ce que vous avez des souvenirs d'avoir entendu parler de cet événement à l'époque ? Alors, les années 50, soit début 60, pas vraiment, parce que moi je suis 53, donc ça s'est arrêté en 64. J'ai pas des grands souvenirs de ce côté-là, petit peu. Mais non, j'ai surtout un bon souvenir quand Bernard Consten l'a repris en 69, si je ne me trompe, et qu'il a fait courir des prototypes, ce qui semblait complètement absurde déjà à l'époque, et donc faire courir Matra, Ferrari 512, Alfa 33, etc., etc., et avec des pilotes d'usine, etc. Donc là, effectivement, ça avait eu beaucoup de retentissement à l'époque et on avait suivi ça de près, oui. Et à l'inverse, donc à la fin du Tour Auto, dans les années 80, l'épreuve est tombée un petit peu, a été moins populaire, moins suivie. C'est-à-dire que Bernard Consten l'avait lancé en 69, si je me rappelle bien, et puis il y a eu la crise du pétrole en 73. Donc ça a été une longue descente très difficile et le Tour Auto est passé d'une épreuve avec une image internationale à une image nationale et puis à une influence régionale à la fin, quoi. Et donc je crois que la dernière édition moderne s'est arrêtée en 86. Quand on l'a repris nous 6 ans après, on a essayé de prendre la meilleure période pour la relancer. À quel moment vous êtes venu cette idée de relancer le Tour Auto et comment ça s'est fait entre 86 et 92, le moment où vous l'avez repris? Comment le cheminement, comment l'idée s'est faite? Entre 86 et 92,
Je ne me rappelle pas très bien ce qui s'est passé, pas grand-chose à mon avis, mais vous savez, quand on organise ce genre d'épreuve, on a toujours en tête quelle épreuve un peu exceptionnelle on pourrait relancer. On a vécu ça 20 ans après avec le Mans Classique, on a vécu ça avec d'autres événements. Et donc le Tour Auto, on en parlait, et puis un jour c'était oui, un jour c'était non. Il se trouve que j'ai rencontré l'Automobile Club de Nice qui était à l'origine du relancement dans les années 50 et puis qui l'avait accompagné jusqu'au bout en 86. Et on s'est mis d'accord pour le relancer à ce moment-là. Pour être tout à fait honnête, je ne savais pas très bien si on partait pour un one-shot ou si on partait pour 30 ans justement. Il se trouve que la sauce a pris très vite parce que je crois qu'on a été les premiers à mélanger des voitures, une section compétition et une section régularité, ce qui a permis à beaucoup de collectionneurs qui n'avaient pas une grande habitude de la course de venir sans être effrayés par la présence sur une ligne de départ avec 40 furieux autour d'eux, etc., etc. Et au début, on était, si je me rappelle bien, on était plutôt à 60% régularité et 40% compétition. Et puis petit à petit, la proportion s'est inversée. Aujourd'hui, on a systématiquement, c'est ça, 60-40 en faveur de la compétition. Et quel souvenir vous gardez de cette première édition aujourd'hui? Vous vous souvenez notamment du départ Oui, le départ à la Défense, oui, je me souviens très bien du départ à la Défense. Bon, d'abord, on était beaucoup plus petits, on devait avoir entre 100 et 120 voitures maximum. Une très très belle qualité de plateau, quelques participants des anciens de grande qualité, etc., quelques beaux noms. Si je ne me trompe pas, il y avait Jean-Pierre Beltoise, il y avait Stéphane Collaro, il y avait des gens dont on parlait, etc. Après ça, il vaut mieux que j'oublie la façon dont on l'a organisé parce que je pense que si on l'organisait aujourd'hui comme on l'avait organisé il y a 30 ans, les concurrents nous qualifieraient assez rapidement d'amateurs. Donc t'es un peu approximatif. Je sais qu'on avait été obligé d'annuler un nombre de spéciales significatif parce que les démarches administratives n'avaient pas été faites comme il fallait, etc. En fait, on ne venait pas du rallye. Moi, j'organisais le Grand Prix de l'Âge d'Or l'an 20 à Montlhéry, etc. Donc, on maîtrisait assez bien le circuit, mais le rallye, il y avait des choses à faire, des obligations administratives à faire qu'on connaissait mal. Et donc, c'était approximatif, mais tout le monde a trouvé ça merveilleux. Tout le monde a été d'une grande gentillesse et a complètement oublié les premières erreurs. Et dès l'année d'après, ça a commencé à grandir. Et puis, de notre côté, on a essayé de s'améliorer quand même. Et parmi les participants, il y avait aussi Bernard Constantin, qui est un quintuple vainqueur du Tour de France automobile et qui l'avait ensuite organisé, comme vous l'avez dit tout à l'heure. J'imagine que pour vous, l'avoir à vos côtés, c'était forcément bon signe pour une première édition. C'était bon signe et c'était utile. C'était utile parce que, je vous ai dit, moi, j'étais pas un spécialiste du rallye et dans notre équipe, on n'avait pas vraiment de spécialistes du rallye. On avait plutôt des gens qui connaissaient bien les circuits. Et Bernard nous a apporté une expérience évidente sur la qualité de l'itinéraire à dessiner, les routes à emprunter, etc., etc. Et il l'a suivi pendant très très longtemps. Il a été l'ouvreur, il a été le traceur de l'itinéraire pendant très, très longtemps. Et puis l'ouvreur pendant très longtemps, oui. Alors ce qui est amusant, c'est que vous disiez tout à l'heure que si c'était à refaire, vous feriez vraiment différemment. Mais en même temps, toutes les bases étaient là et les choses n'ont pas tant changé. Vous le disiez, il y avait déjà la catégorie régularité et compétition. Et le ciblage, l'idée de partir de Paris pour aller vers le sud était déjà là. Et aussi, la période d'éligibilité des voitures était déjà de 1951 à 73, ça n'a pas changé aujourd'hui. Pourquoi avoir ciblé cette période-là en particulier? Parce que c'était la période la plus prestigieuse, parce que en fait, le Tour Auto, c'était 1899 jusqu'à 1986 en forme contemporaine. On ne pouvait pas mélanger des voitures de 1899 avec des Jaguar E et des choses comme ça. Donc, et puis, toute la période avant les deux guerres a été un peu chaotique avec
de quelques belles années, et puis des grands trous, etc., etc. La période des années 50, c'est celle qui a vu Stirling Moss, qui a vu Jean Debien, qui a vu des grands pilotes, et Constant, etc. Donc beaucoup de grands noms. Et puis la période des années 70, les prototypes, etc. Donc on s'est dit on va prendre une période relativement homogène en termes de voitures et qui est la plus représentative, la plus médiatisée de cet événement. Et sur les réseaux sociaux, on voit un enthousiasme dès qu'on vous amenez une voiture un peu moderne sur le Tour Auto. Je parle par exemple de la BMW M1 Procar ou des voitures comme ça. Est-ce que faire venir des groupes B au Tour Auto, c'est totalement inenvisageable, sachant que ça aurait une légitimité, puisque dans les années 80, il y en a eu au Tour Auto? Oui, il y en a eu, mais elles ont été interdites après ça en rallye par la FIA, etc. Et très clairement, on va en avoir une cette année, on va avoir une R5 Turbo, mais qui va être là parce qu'elle défend la cause des greffés cardiaques, etc., etc. C'est plus un prétexte qu'autre chose. Clairement, ce sont des voitures magnifiques que j'adore, mais si j'en mets une pour une raison, pour une cause comme celle de cette année, parce que c'est une belle voiture, etc., pour célébrer une victoire, ça fonctionne. Si je les autorise de manière large, je vais me retrouver avec 5, 10 ou 15 concurrents qui vont en acheter et qui vont se livrer une bagarre infernale. Et ce sont des voitures qui vont très vite, qui sont très efficaces et qui, malheureusement, l'ont prouvé, sont de temps en temps dangereuses. Et donc on ne veut pas prendre de risque. L'idée dans le Tour Auto Optique 2000, c'est plutôt de vieillir le plateau. Moi je pars du principe qu'on va moins vite avec une Porsche 356 qu'avec une Porsche 911, avec une Jaguar XK qu'avec une Type, etc., etc. Et donc l'idée c'est plutôt de faire rouler des belles voitures avec une esthétique, avec un art de vivre, etc., etc. Mais de toute façon, il n'y a aucun participant du Tour Auto qui sera champion du monde demain matin, ça se saurait. Donc l'idée, c'est de faire une grand-messe pour les amoureux des voitures. Et la performance, elle existe, mais on ne veut surtout pas que ce soit le critère qui sort en premier. Et justement, en parlant de belles voitures, en parlant de la présence d'une Ferrari 250 GTO au Tour Auto, un journaliste a écrit un jour « C'est un peu comme si la Joconde sortait du Louvre pour aller s'exposer dans une salle communale ». Est-ce que c'est raisonnable d'envoyer la Joconde rouler sur les routes départementales de France comme vous le faites? Je sais pas, d'abord j'aime bien la comparaison entre la 250 GTO et la Joconde. Je suis moins sûr de bien aimer la comparaison avec la salle communale et le Tour Auto. Donc je pense qu'on va quand même dans de très beaux endroits, etc. Mais bon, il est clair que si on prend le premier Tour Auto, je ne me rappelle pas, mais on avait au moins 2 GTO et peut-être 3. Et puis on en a eu jusqu'à 5, 6, 7 sur certaines années, etc. Il est évident que la valorisation des voitures a fait que des voitures un peu plus difficiles à attirer aujourd'hui et que leurs propriétaires... D'abord, beaucoup de propriétaires ont changé. Il y avait des propriétaires qui avaient ces voitures depuis 20 ans, 30 ans, qui les avaient payées des sommes tout à fait raisonnables, etc., et qui les utilisaient comme telles. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une notion de placement, une notion de valeur qui les retient un petit peu. Mais on a la chance régulièrement, vous savez, là, cette année on fait venir des 250 châssis courts, c'est quand même des voitures tout à fait exceptionnelles. Et ce qui est merveilleux, c'est que des épreuves comme celle-ci, et comme d'autres que nous organisons à côté, comme le Mans Classique, etc., permettent justement de faire sortir ces voitures pour, non pas uniquement pour les exposer et les photographier, mais pour qu'elles servent ce pour quoi elles sont faites, c'est-à-dire pour rouler. Oui, on parle de voitures qui ont une valeur très haute, mais est-ce qu'il faut forcément être riche pour participer au Tour Auto Optique 2000 ? Pour rouler avec une Ferrari GTO, c'est mieux. Mais dans la liste des voitures éligibles, vous regardez la liste, elle est très très large, l'éventail est le plus large possible. Et à toute période, on a eu des voitures extrêmement populaires et des voitures exceptionnelles. Et on continue de la même manière,
Donc je n'ai pas d'exemple précis en tête cette année, mais on trouve toujours une petite Renault, une petite Peugeot, on doit avoir une 204 coupée cette année, on doit avoir une Triumph TR2, on doit avoir une MGA. Donc ce n'est pas des voitures, des Mini, donc ce n'est pas des voitures qui coûtent des fortunes du tout. Donc c'est ça d'ailleurs qui est amusant, c'est la juxtaposition de voitures tout à fait exceptionnelles et de voitures populaires, mais comme ça se faisait à l'époque. Comme ça se faisait à l'époque. Et leurs propriétaires discutent de carburateurs de la manière la plus évidente qui soit. Il n'y a aucune frontière entre eux. Et quel conseil vous donneriez à celui qui n'a pas encore de voiture et qui souhaite participer un jour au Tour Auto? Par où commencer? D'abord, il vaut mieux nous téléphoner, parce que c'est toujours très gênant et très embarrassant d'avoir quelqu'un qui nous téléphone en nous disant je viens d'acheter une voiture, je viens d'acheter telle voiture, je voudrais faire le Tour Auto, et là on est obligé de lui dire oui, c'est un modèle qui n'est pas éligible. Donc d'abord nous appeler pour se mettre d'accord sur un modèle. En fait, ce qu'il faut, c'est nous dire voilà, je suis prêt à investir une somme de temps à temps, qu'est-ce que vous me conseillez dans cette fourchette de prix? Et puis nous, il faut que la voiture soit d'un modèle éligible, et après ça, il ne faut pas non plus que ce soit d'un modèle trop représenté, parce que d'avoir 25 voitures identiques pour un organisateur, mais parce que l'organisateur pense aussi aux spectateurs, etc., ça n'a pas d'intérêt particulier. Donc on essaye d'offrir une diversité la plus large possible, et donc il y a des modèles tout à fait improbables, à des prix tout à fait raisonnables, mais le mieux c'est de nous appeler au départ. Et de tous les modèles que vous avez vus au Tour Auto Optique 2000 depuis 1992, est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement enthousiasmé? C'est difficile parce qu'il y en a tellement et on en a vu tellement, donc depuis la 2 chevaux jusqu'à la Ferrari 512, c'est un peu compliqué. Moi, il y a un modèle que j'aime bien, sont les barquettes Maserati A6 GCS. On a un de nos participants qui est venu très longtemps, qui a dû venir 15 ans, qui est Burkhard von Schenk, qui était un Allemand. Et je me rappelle, il roulait avec cette voiture. On était souvent début avril à l'époque, il faisait un froid de gueux. Et par tous les temps, il roulait avec cette barquette et c'était superbe. C'est une voiture très performante, très jolie, très élégante. J'aime bien cette voiture. Mais il y en a plein d'autres. Et en parlant des personnes, quand on regarde la liste des vainqueurs du Tour de France automobile, on se rend compte que la plupart sont revenus participer à votre événement historique. On a notamment Gérard Larousse, Jean-Claude Andruet, Bernard Derniche, Guy Fréquelin, Jean Rianotti, François Chatriot, et aussi des personnalités qui ne l'ont pas gagné mais qui ont fini sur le podium et qui sont très connues comme Stirling Moss ou Henri Pescarolo. Est-ce que ces gens-là viennent revivre ce qu'ils vivaient à l'époque, ou est-ce qu'ils viennent vivre une expérience différente, et qu'est-ce qu'ils vous disent de votre événement? En gros, tous les gens que vous avez cités n'ont rien à prouver sur le plan sportif. Leur palmarès, ils l'ont fait avec des épreuves contemporaines, etc. En revanche, ce sont des vrais amoureux des voitures, sont des vrais amoureux de ce genre d'épreuves, etc. Ils sont venus pour se faire plaisir. Ils sont venus, c'est du pur plaisir. Stirling Moss est venu X fois avec Suzy, etc. Ils étaient absolument adorables. Et ils sont toujours venus en me disant c'est une épreuve qu'on coche tous les ans parce que on aime bien traverser la France, parce qu'on aime bien l'ambiance, parce que ceci, parce que cela. Et je crois qu'ils sont tous venus un peu. On a Walter Röhrl, on en a plein d'autres, et on ne va pas tous les citer, mais ils sont tous venus simplement sur la notion de plaisir, en fait. Et on a aussi pas que des pilotes, il y a beaucoup de personnalités qui sont venues participer au Tour Auto. On a eu Mr Bean, Claude Brasseur, des chanteurs, Florent Pagny, des chefs étoilés, des Miss France, Nick Mason, Paloma Picasso, etc. Oui, bien sûr, mais ils sont pareils. Alors eux n'avaient pas l'expérience de l'épreuve contemporaine, mais sont des amoureux des voitures anciennes, etc. Et je ne sais pas pourquoi ils sont venus. Je crois que la France est un pays extraordinaire. La France est un pays extraordinaire parce que tous les 100 km, on change de paysage, on change d'architecture, on change de tradition culinaire, on change de tout. Et c'est une espèce de grand
parc d'attractions en dimension réelle, etc. C'est fantastique. Quand vous traversez, si vous prenez de l'Alsace à Brest, vous avez l'Alsace, la Champagne, l'Île-de-France, la Normandie, la Bretagne, et tout le temps ça change. Et c'est la même chose du nord au sud. Et je crois qu'ils sont venus parce que ils se retrouvent entre amoureux de ces voitures. On essaye en même temps et on travaille sur la qualité des lieux de déjeuner, de dîner, etc. Quelque chose qu'on n'a pas forcément fait les 2 premières éditions, parce qu'on les recevait dans des salles des fois un petit peu sans grand intérêt, etc. Et puis, il est évident que pour tous les étrangers qui viennent, découvrir le Palais des Papes à Avignon, c'est un rêve absolu. Donc on essaye régulièrement de les emmener dans des lieux exceptionnels comme ça. Et c'est une semaine, entre parenthèses, fantastique. Et pas que, parce que là vous parlez du Palais des Papes qui est très connu, mais vous arrivez aussi à trouver des lieux de déjeuner que même je pense beaucoup de Français ne connaissent pas et découvrent grâce au Tour Auto. Oui, mais parce qu'on a fait la même chose. Parce que moi, il y a un tas d'endroits que je ne connaissais pas. Il y a 30 ans, on faisait Paris-Marseille le plus vite possible par l'autoroute. Si on pouvait afficher une moyenne exceptionnelle, on était très contents. Et tout ça, ça a changé. Donc aujourd'hui, on utilise les réseaux, dans le meilleur des cas, secondaires, des fois, avec parce que les nationales, on les utilise très peu, on prend des départementales et des fois on prend en dessous. Et souvent on prend en dessous. Alors, on prend des fois un bout d'autoroute pour aller d'une région à une autre si le trajet n'a pas beaucoup d'intérêt, mais on essaye de prendre des petites routes et de faire découvrir. Il y a des petits villages merveilleux, il y a des villes absolument somptueuses, il y a de tout. Mais oui, c'est l'intérêt de traverser la France. Il n'y a pas beaucoup de pays qui offrent cette diversité. Une autre particularité du Tour Auto Optique 2000 pour un événement de sport mécanique, c'est d'attirer beaucoup de femmes. On a parmi les 20 participants à peu près 20% de femmes, des équipages 100% féminins, et c'est aussi valable dans le staff. On est même sur des chiffres encore plus gros, on doit être à peu près à 50% de femmes dans le staff. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est... Pour les participants au Tour, il y a des femmes. Il y a beaucoup de familles aussi, il y a beaucoup de familles, hein. Il y a des équipages père-fils, père-fille, mère-fille, etc., etc. Parce que c'est une occasion assez rare de se rencontrer pendant 5 jours dans un espace complètement clos, hein, parce qu'une voiture c'est pas très grand, et de voir si alors ça marche ou ça casse, hein, c'est un peu comme en bateau. La seule différence c'est qu'au feu rouge on peut descendre si ça ne fonctionne pas, mais d'une manière générale, on voit des équipages qui tous les ans repartent ensemble et pour eux c'est un plaisir d'échanger entre parents, enfants, entre couples, etc., etc. Et les femmes parce que oui, on a toujours essayé de privilégier ce côté esthétique, découverte, tourisme, etc. Et je pense que ça. Et puis il y a beaucoup de femmes qui aiment beaucoup conduire et c'est pas toujours assez bien reconnu et elles sont là. En ce qui concerne la société, moi je préfère clairement travailler avec des femmes qu'avec des hommes. Donc je préfère clairement travailler avec des femmes qu'avec des hommes. Ça paraît un peu étonnant dans un métier qui est quand même très masculin au départ, tout au moins dont l'extérieur a une image très, très masculine. Moi, je préfère travailler avec les femmes parce que je pense elles vont au bout des choses. Elles prennent une tâche de A à Z et c'est pas toujours le cas des hommes. Donc, qui prennent ce qui les arrange. Mais voilà. Bon, une fois que j'ai dit ça, j'ai dit des généralités et évidemment, il y a des exceptions dans les 2 cas. Le parcours est chaque année du Tour Auto est chaque année renouvelé. Est-ce que vous avez souvenir d'avoir parfois opté pour des parcours un peu plus osés, d'avoir pris des risques ou des choses un peu différentes? Au départ, jusqu'en 98 compris, le Tour Auto durait 4 jours. Et puis en 99, on a voulu faire un événement un peu spécial parce que c'était le centenaire du premier Tour Auto en 1899, etc. Donc on a voulu faire une édition spéciale et on a regardé où était passé le Tour et on est allé sur la Nordschleife en Allemagne, on est allé à Spa derrière, on est redescendu.
Et il ne fallait pas 4 jours, il fallait 5 jours. Donc après ça, on est resté sur 5 jours. Cela dit, depuis, donc ça c'était des lieux un peu emblématiques et exceptionnels. Malheureusement, je ne sais pas si on va les refaire, mais on a été obligé en tous les cas de réduire le kilométrage des épreuves parce que les conditions de roulage ont énormément changé en 30 ans. Et donc, il y a 15-20 ans, on faisait des épreuves à 2000, enfin un tour auto à 2500-2800 km. Et aujourd'hui, on est plutôt entre 1800 et 2000. Donc, on est obligé de concentrer un peu. En préparant l'interview, j'ai vu aussi que vous aviez mis les voitures sur un bateau une fois pour traverser la Camargue. Oui, enfin c'était anecdotique, c'était pas la traversée de l'Atlantique. Hein. Ça a duré 10 minutes en bateau, mais c'était très joli. Et organiser le tour auto, c'est aussi faire face à l'imprévu. Est-ce que vous avez souvenir d'avoir parfois été mis en difficulté par des éléments dont on ne peut pas prévoir en préparant l'épreuve? Oui, mais on préfère les oublier. Il y en a tout le temps. Il y en a toujours, c'est le propre de ce genre d'organisation. Donc c'est la déviation au dernier moment qui fait que tout le monde se perd, c'est les conditions météo, c'est les autorisations administratives qui n'arrivent pas comme il faut, etc. Mais on préfère les oublier, il faut rester optimiste. C'est le volcan qui entre en éruption. Oui, mais de temps en temps, ça permet des exploits. Effectivement, je me rappelle, on attendait aux Tuileries et puis on avait des gens dont on s'était dit, ceux-là, on ne les verra pas parce qu'ils sont bloqués je ne sais où, etc. C'était en 2010, le volcan extraordinaire. Je me rappelle bien, il y a des Américains qui devaient venir en avion. Ils sont venus en avion, effectivement, mais ils sont passés par Prague ou quelque chose comme ça. Et de là, ils ont pris la voiture, ils sont venus, enfin, un périple complètement improbable. Mais bon, ça, c'est plutôt positif. Mais sur ce genre d'événement, 5 jours, 2000 km, une dizaine de spéciales, 5 circuits, etc., 1500 repas par jour, il y a obligatoirement des imprévus et des soucis tous les jours. Donc après ça, c'est à nous de les gérer. On sait que le Tour Auto Optique 2000 repose sur une équipe solide avec des pôles bien répartis. On a une équipe compétition qui s'occupe des voitures, un pôle logistique qui va s'occuper de préparer les parcs fermés, etc. Et vous, dans ce dispositif, quel est votre rôle? Est-ce que vous êtes plutôt la voiture ouvreuse, la voiture balai? Vous êtes à quel niveau dans l'épreuve? Pendant très longtemps, j'ai fait un peu de tout. Et maintenant, je fais plus tranquille. Je fais plus tranquille parce que pendant très longtemps, j'ai repéré tous les itinéraires, les lieux, etc., etc. Puis petit à petit, on a constitué une équipe. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer un peu sur cette équipe. Et donc, je le fais de manière un peu plus relaxe. Donc, je le fais en fonction de l'humeur du jour, mais je le fais toujours. Et alors chaque année, quand on annonce le parcours sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de messages. Alors on a les gens qui sautent de joie parce que le Tour Auto passe sous leur fenêtre. Et à l'inverse, on a les gens des Hauts-de-France qui chaque année réclament le Tour Auto chez eux. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux habitants de Lille ou d'Amiens? Je peux leur dire qu'on est passé en 99, si je ne me trompe pas, qu'on est passé en 2009 et en 2019, tout au moins en partie. Oui, absolument. Donc on essaye. Maintenant, c'est une équation un peu difficile. Il nous faut des villes d'une dimension suffisante pour permettre qu'on trouve 650-700 chambres d'hôtel le soir. C'est pas évident partout. Il nous faut des circuits et il nous faut des épreuves spéciales. Et il est évident qu'il y a des régions qui sont plus typées rallye que d'autres. Personnellement, j'adore la Bretagne et j'y passe plus de 50% de mon temps, mais c'est vrai que ce n'est pas la région la plus automobile qui soit et que quand on va en Ardèche, il y a une tradition qui est beaucoup plus forte. Donc on utilise plus ces départements, mais on est ravis. Quand on est passé en Bretagne il y a 3-4 ans, tout le monde a trouvé ça merveilleux. On entend souvent dire que les Français sont autophobes, qu'ils n'aiment pas la voiture. Est-ce que vous faites le même constat? Est-ce que vous avez vu une évolution depuis 92 ans? Je pense qu'il faut que les gens qui disent ça devraient venir passer une journée avec nous sur le Tour Auto. C'est un cortège continu de spectateurs
sur le bord de la route, à gauche, à droite, des institutrices qui ont sorti une classe complète devant l'école et qui applaudissent le passage, etc. Donc je pense que c'est franchement pas vrai. C'est franchement pas vrai. Les gens aiment bien les voitures parce que c'est un moyen de transport indispensable et les gens aiment particulièrement les voitures anciennes parce que, en plus d'être ce moyen de transport, c'est en même temps ça ranime beaucoup de souvenirs dans leur vie, ça évoque un tas de choses et franchement on n'a que des gens qui... On n'a jamais de grincheux, on n'a que des gens qui applaudissent, qui nous encouragent, etc. Et au regard de l'évolution des réglementations, est-ce que vous craignez qu'un jour ce soit beaucoup plus difficile ou impossible de rouler en agglomération avec des voitures anciennes ? Écoutez, il y a actuellement effectivement des textes qui sont prévus pour limiter la pollution dans les villes, etc. Et c'est plutôt une bonne chose. Mais entre vous et moi, les voitures anciennes ne représentent rien. C'est epsilon d'epsilon, c'est rien du tout. Donc il y a ce qu'on appelle la FFVE, qui est la Fédération française des voitures d'époque, qui fait un travail remarquable de ce côté-là. Et a priori, il y a quand même beaucoup d'élus dans toutes les régions de France qui sont particulièrement sensibles à l'aspect patrimonial de ces voitures et qui comprennent bien que leur implication au niveau, leur responsabilité au niveau pollution est tellement infinitésimale que ce serait ridicule de bloquer tout ça. D'autant que c'est un véritable loisir, les gens roulent peu avec ces voitures, mais c'est des occasions de rassemblements familiaux, de rassemblements sur des thèmes, etc. Et donc, non, j'ai bon espoir. Donc le Tour Auto existera encore dans 30 ans, on fêtera une 60e édition. Le Tour Auto, oui. Moi, je sais pas, mais le Tour Auto, oui. Et alors le concept a tellement bien fonctionné qu'en 99, vous avez créé, il a fait des petits, vous avez créé le Tour d'Espagne, oui, qui était une épreuve un peu équivalente en Espagne. La magie a opéré de la même manière. Oui. Ça a bien marché, mais il y a eu une crise économique en Espagne qui est survenue avant la France, etc., qui a été très violente. Et on a arrêté à cause de ça. Il faut savoir qu'en Espagne, la culture automobile s'est créée, mais quand même de manière beaucoup plus récente. Il n'y avait pas de constructeur. Bon, il y avait Pegaso, mais c'est marginal. Il y avait des marques qui travaillaient sous licence Fiat, sous licence Renault, etc. Donc c'est pas un pays d'automobile comme le sont l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie. Et on a arrêté. J'ai un très bon ami avec qui on s'était associé, qui est Carlos de Miguel, qui participe régulièrement au Tour Auto et à beaucoup de nos épreuves. On parle régulièrement de refaire quelque chose. C'est pas encore à l'ordre du jour et les conditions sanitaires qui impliquent des conditions économiques difficiles actuellement ne permettent pas de penser que ce sera dans l'immédiat. Mais ça reste à l'ordre du jour parce que c'est un très beau pays avec des lieux merveilleux à visiter. L'interview touche à sa fin puisqu'on parle un peu d'autres événements. Donc le Tour Auto Optique 2000 se tiendra du 30 août au 4 septembre. Et à côté de ça, comment se présente la saison Peter Auto en 2021 ? Vous avez eu quelques événements reportés, voire annulés. Oui, elle se présente aujourd'hui, elle se présente bien. J'espère qu'elle va continuer à se présenter de la même manière dans les semaines qui viennent parce qu'on a été obligé d'annuler, voire de reporter ou d'annuler pas mal de choses depuis le début de l'année. Clairement, on sent que tous les participants ont envie de rouler. On reçoit des messages d'encouragement quotidiennement, en nous disant on veut venir, on veut venir, on veut venir. Maintenant, il est évident que normalement notre première épreuve est prévue à Dijon le premier week-end de juin et puis après ça on va enchaîner sur le circuit Bugatti qui se déroulera à la date où était prévu le Mans classique. Enfin, on doit en être au 3e ou à 4e version du calendrier 2021, mais tous les organisateurs ont les mêmes problèmes. Donc on s'adapte et puis on attend que la période soit meilleure, mais on reste optimiste.
on reste optimiste et on s'adapte, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Patrick Peter d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On continue toute la semaine à fêter le Tour Auto sur nos réseaux sociaux, donc continuez de nous suivre. On aura des interviews en direct tous les jours à 10h du matin, pendant lesquelles vous pourrez poser vos questions à nos interlocuteurs. On aura notamment François Alain, Jean-Pierre Gadjic et l'équipe de Wheeler Dealer dès demain. Donc on se retrouve toute la semaine. Merci beaucoup, au revoir.